Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue au planétarium de la ville de Vaux-en-Velin ou pour être exact, bienvenue dans l'émission que le planétarium organise pendant ces temps sanitaires un petit peu troublés. Voilà, en attendant évidemment que le planétarium lui-même puisse rouvrir et qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions, ce qu'on fera avec plaisir. Voilà. Pour les personnes qui arrivent et qui sont nouvelles, je m'appelle Pierre, je suis l'un des médiateurs scientifiques qui travaille au planétarium de Vaux-en-Velin justement. Et on se retrouve donc chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir, pour parler d'astronomie. Ça fait déjà pas mal de temps, hein, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois qu'on se retrouve comme ça toutes les semaines. C'est vrai que quand on y réfléchit, ça fait un bout de temps. Et c'est toujours avec plaisir eh bien, qu'on se retrouve ici pendant une petite heure pour pouvoir discuter un peu ensemble. Du coup, bien évidemment, bonjour à toi Max, salut Oméritac, bonjour Joix, salut Enugi, Méliluge, Christine, salut Yennès, Général Lee, Super Dame, voilà. Depuis 2020, c'est ça, c'est depuis 2020 qu'on se retrouve ensemble. Salut Clepsydre, salut Péborel aussi qui est en train d'arriver, ça y est, il y a tout le monde qui arrive avec ces nouveaux horaires. Ces nouveaux horaires qu'on a instaurés depuis cette semaine, je vais le rappeler plusieurs fois dans les prochaines sessions. Mais effectivement, on a décidé de commencer un tout petit peu plus tard, à partir de 18h30. Le temps justement de laisser à tout le monde le temps d'arriver à 18h, de poser les chaussures, de s'installer devant l'ordinateur et de pouvoir se retrouver ici tranquillement. Salut Spectrobib, ça te va bien ces nouveaux horaires Generali? Eh bien écoute, ça fait plaisir. Voilà, ça permet de ne pas trop se stresser en arrivant du travail, de prendre un petit peu plus de temps et puis on reste 1 heure ensemble jusqu'à 19h30 à peu près. Et salut Cyril. Voilà, le lundi, vous le savez, le programme s'appelle Astronomeur Atome. On invite un scientifique ou une scientifique pour nous parler de son sujet de recherche. Le vendredi, une semaine sur deux, on a un autre invité qui n'est pas forcément scientifique, mais qui va évidemment nous parler aussi d'astronomie d'une manière ou d'une autre, donc quelque chose de beaucoup plus large. Et puis entre les deux, le mercredi aujourd'hui, eh bien c'est le médiateur atome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invité. Les invités, c'est vous, voilà. Donc je vous invite à la maison, vous m'invitez chez vous, ça dépend de quel côté de l'écran on se trouve. Et puis on discute ensemble, évidemment, toujours sur le thème de l'astronomie. Salut Cyril. Ok. Alors du coup, je vous propose aujourd'hui de continuer. Alors c'est vrai que j'avais pensé, j'avais bêtement pensé que ça ne durait qu'une session. En réalité, c'est un petit peu plus long. C'est pas pour me déplaire. On avait un moment proposé de parler des constellations. On avait utilisé le petit logiciel Stellarium que j'utilise toujours pour montrer le ciel. Et puis il s'est avéré qu'en fait parler des constellations ça prend beaucoup plus qu'1 heure. Et donc à chaque fois, une fois sur deux, on se retrouve pour continuer un peu à parler des constellations et du ciel. Tout ça c'est dirigé évidemment par vos questions, hein. Donc s'il y a une grosse question importante que vous me posez vers la fin de la session, bah évidemment, je la mets de côté, j'y jette un coup d'œil, et puis ensuite on en parle régulièrement. Donc là, c'est la 3e session consacrée aux constellations, avec 2 choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Salut Famille. Une petite question que quelqu'un m'a posée la dernière fois, je ne me rappelle plus qui était une question très importante et très intéressante. J'avais juste pas de quoi l'expliquer en 2 minutes. Il me manquait une illustration, donc c'est pour ça que je l'ai récupérée. Cette question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre en astronomie, on a 2 manières de calculer le jour. On a le jour solaire et on a le jour sidéral. C'est pas très technique, par contre c'est assez important de pouvoir utiliser l'un ou l'autre et de comprendre la différence qu'il y a entre l'un et l'autre.
C'est aussi en lien avec, vous vous rappelez, le moment où on avait parlé un peu d'astrologie. Donc comment est-ce qu'on parle d'astrologie, et on avait parlé de ce mouvement apparent du Soleil qui avait l'air jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, ce Soleil qui a l'air de se déplacer au fil des saisons dans le ciel et qui tout doucement passe devant une douzaine de constellations qu'on appelle les constellations du zodiaque et qui vont être à l'origine de votre signe astrologique. Pourquoi est-ce que le Soleil semble se déplacer dans le ciel quand on le regarde toujours à la même heure? Eh bien ça, c'est dû à ces fameuses journées sidérales ou solaires. Je vous avais promis que je vous en parlerai rapidement, donc du coup, j'ai récupéré une petite illustration et je vais commencer par vous parler de ça, si ça vous va. Je confirme, 1 heure, c'est pas assez. Alors, soit on peut se faire une émission qui dure jusqu'à 22h ou 23h, mais je suis pas sûr que vous allez tenir jusqu'au bout. Et puis c'est vrai que c'est aussi une bonne occasion de donner envie de se retrouver comme ça régulièrement. C'est vrai que si les lives sont trop longs, après ça peut être un peu embêtant. Ou alors on est peut-être obligé aussi d'aller préparer le repas, d'aller manger avec les petits, avec la famille, etc. Donc autant se retrouver sur des temps qui sont courts, mais régulièrement, puisque de toute façon, je pense qu'on aura encore un certain nombre de sessions avant que tout cela ne s'arrête, lorsque la situation sanitaire s'améliorera. Parler de notre univers, ça prend plus qu'1 heure, je pense. Oui, oui. On pourra en parler, si vous voulez, une fois. Là, je vais plutôt rester sur les constellations et puis le soleil pour aujourd'hui. Mais évidemment, je suis ouvert à toutes les suggestions. Voilà. Ça te rappelle tes cours d'astro générali? Alors là, on va pas faire de cours, hein. Pas de cours, pas d'équation, rien. Mais quand même. Euh, quelqu'un me dit qu'il ne m'entend pas. Est-ce que tout le monde m'entend? Les autres, vous m'entendez bien? Juste confirmez-moi dans le chat que vous m'entendez. Ouais, d'accord. Du coup, Fair Snake, si tu ne... Alors oui, il faudrait lui dire, le problème c'est que pour Fair Snake, je pense que il a juste muté le son en bas à gauche de la vidéo. Donc il faudrait juste qu'il appuie sur le petit bouton mute qu'il y a sur la vidéo. Si quelqu'un peut le lui mettre dans le chat, parce que il est probable que ça soit ça son problème. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jour solaire et de jour sidéral? Je vais revenir déjà sur l'observation. Avant d'expliquer, il faut voir quel est le problème. Alors, c'est pas un problème, mais c'est le fait que, vous voyez, lorsqu'on regarde le ciel d'aujourd'hui, donc là voilà, c'est maintenant, simulé par Stellarium, toujours le fameux. Alors c'est pas le bon moment là, parce que moi j'aimerais bien avoir le soleil, donc je vais changer l'heure de Stellarium, et puis on va se mettre aux alentours de midi, c'est mieux, voilà, 12 heures, très bien, hop, midi, super. Donc voilà, à midi, le soleil est à peu près au sud, à peu près au méridien, et évidemment, derrière le soleil, il y a toujours les constellations. Ces constellations, on ne les voit pas en pleine journée, mais ça ne change rien au fait qu'elles sont quand même là, même si l'éclat des étoiles est trop faible pour être vu en plein jour. Voilà. Et donc, la partie qui est assez curieuse, je vais centrer comme ça sur le soleil, c'est que si... non, je ne vais pas centrer sur le soleil pour l'instant. Je vois là, par exemple, qu'aujourd'hui, le soleil se trouve dans le Verseau, voilà, dans la constellation du Verseau, à un endroit qui est assez particulier, enfin qui est ici. Évidemment, la Terre tourne, et donc du coup, ce que je peux faire, c'est attendre 24 heures pour regarder de nouveau le Soleil lorsque la Terre aura fait un tour. Donc c'est ce que je fais. Je laisse le Soleil se coucher d'un côté, la nuit arrive, on la passe rapidement, et le lendemain, on attend de nouveau midi, et on arrête le temps. Et on voit quoi? On voit la même chose. Le Soleil est toujours dans le Verseau. Oui, mais si vous faites bien attention, et c'est ça qui est assez sympa à faire, c'est que là, le Soleil, il n'est pas exactement à la même place dans le ciel. Pour le voir, eh bien, je vais maintenant, au lieu de faire un tour entier de la Terre à chaque fois, on va juste faire un saut toutes les 24 heures, voilà, ou plus précisément toutes les 23 heures et 56 minutes, puisque c'est le temps qu'il faut à la Terre
pour qu'on voit toutes les étoiles exactement au même endroit dans le ciel. 23 heures, 56 minutes et quelques secondes. Et donc, si je saute à 2 mains sur ce temps-là, eh bien, regardez bien, ça donne quelque chose comme ça. Tac. Le surlendemain, le soleil est là. Le surlendemain, il est là, puis ici, puis là, puis là. Et effectivement, si on attend que la Terre fasse un tour pour que toutes les étoiles soient au même endroit dans le ciel, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois que la Terre a fait un tour, le Soleil est légèrement décalé dans le ciel. Et donc c'est ce mouvement du Soleil qui va faire qu'il va se promener devant la constellation du Capricorne, du Verseau, puis des Poissons, puis des Béliers, etc. etc. Et en théorie, on l'avait vu la dernière fois, en théorie, il y a 2000 ans, si votre signe, ça correspond à la constellation dans laquelle se trouvait le Soleil le jour où vous étiez né. La question est, pourquoi est-ce que le Soleil a l'air comme ça de se déplacer de jour en jour devant les constellations? Et c'est là où on arrive à mon histoire de jour solaire et de jour sidéral. Attention, on y jette un petit coup d'œil. Ah, ça y est, Fair Snake m'entend, c'est parfait. Parfait, tout le monde est là. Ok. Les 4 minutes perdues, c'est pour ça qu'on a les années bissextiles. Non, non, c'est pas ça. L'année bissextile, c'est autre chose, mais je vais t'en parler, il n'y a pas de souci. Je vais juste terminer avec ça, regardez bien. Hop, j'ai une petite animation qui est ici, qui va vous montrer un peu ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe lorsque la Terre tourne. Donc quand la Terre tourne, donc elle fait un tour sur elle-même, mais vous voyez qu'en même temps elle se déplace légèrement autour du Soleil. Ce qui fait que quand la Terre a fait exactement 360 degrés, les étoiles sont au même endroit dans le ciel, mais le Soleil n'est plus au même endroit. Et si vous voulez attendre le temps pour que le Soleil, cette fois-ci, soit face à vous, eh bien, il faut rajouter quelques minutes supplémentaires. Donc, le temps qu'il faut à la Terre pour que les étoiles soient toujours au même endroit, ça c'est 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Et ça s'appelle un jour sidéral. Donc le jour sidéral, c'est maintenant. Et le temps qu'il faut pour que le Soleil soit au même endroit, droit devant vous, c'est 24 heures pile poil. Voilà, donc il y a une différence. Et elle est due à quoi cette différence? Et bien justement, elle est due au fait, comme vous le voyez là quand l'animation va redémarrer, qu'en même temps que la Terre tourne autour du Soleil, que tourne sur elle-même, pardon, elle se déplace autour du Soleil, ce qui va décaler un peu le Soleil dans le ciel. Et donc, ce petit décalage que l'on voyait chaque jour, ça correspond en fait au mouvement de la Terre autour du Soleil, mouvement qu'elle va accomplir sur une totalité de 1 an, donc 365 jours et un quart. Voilà, donc ce petit décalage du Soleil dans le ciel qu'on voit chaque jour, ça correspond justement au mouvement de la Terre autour du Soleil. Voilà la différence entre le jour sidéral et le jour solaire. C'est bon? C'était ça, comme vous m'aviez posé la question la dernière fois, c'était important de pouvoir le faire. C'est sidérant, tout à fait. On parlait aussi l'autre jour des différents mots de la langue française qui ont une origine astronomique. Évidemment, le mot sidérant, ça a clairement cette origine-là. Juste une petite pub, parce que c'est aussi sympa, donc cette animation et bien d'autres, elle a été faite par Jem O'Donoghue, que vous pouvez trouver aussi sur Twitter, qui justement qui est vraiment un spécialiste de ce genre de petites animations astronomiques qui permettent en 2 secondes de comprendre des phénomènes qui sont finalement pas si simples. Donc c'est assez sympa, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc on en a terminé pour cette histoire de jour solaire et de jour sidéral. C'est valable pour la Terre évidemment, mais c'est valable pour Mars, c'est valable pour n'importe quelle planète. C'est encore plus sidérant que la lumière du soleil mette 6 minutes à nous parvenir. Alors, je crois qu'on est plus aux alentours de 8 minutes, mais effectivement, tout ça se passe avec du retard. Donc lorsque tu regardes le soleil dans le ciel, effectivement, la lumière que tu vois te montre une image du soleil qui est déjà vieille de 8 minutes, puisque c'est le temps qu'il a fallu à la lumière pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparaient du soleil. Et plus on va regarder un objet qui est lointain, et plus ce retard va être important entre ce qu'on voit et ce qui se passe.
Donc typiquement en ce moment, l'actualité chaude du moment, c'est évidemment la planète Mars, avec l'arrivée sur Mars du rover Perseverance. Typiquement, à la distance actuelle entre la Terre et Mars, il y a un décalage de 12 minutes entre le signal radio quand il est émis depuis le rover et le signal de radio quand on le reçoit sur Terre. Ce qui fait que, en fait, quand jeudi dernier on regardait et on attendait le signal du rover qui disait qu'il était en bonne santé, en réalité, ce rover était déjà sur place depuis 12 minutes. Et en fait, ce qu'on attendait dans les 12 dernières minutes, c'est juste que le signal traverse une partie du système solaire pour arriver jusqu'à nous. Alors qu'en fait, il avait déjà touché, mais on ne le savait pas. Donc ça fait un retard. Alors un retard qui peut être important, hein, avec Jupiter c'est 45 minutes, avec Saturne c'est encore plus long. Donc effectivement, si vous avez besoin d'appuyer sur un bouton pour allumer le moteur de votre sonde à l'autre bout du système solaire, vous avez intérêt à appuyer sur le bouton bien avant l'heure où vous voulez que vos moteurs s'allument, le temps que le signal, à la vitesse de la lumière, hein, puisque les ondes radio c'est de la lumière, arrive jusqu'à la sonde au bon moment et allume le moteur au bon moment, clairement. Voilà, donc des E.T. potentiels peuvent voir les dinosaures sur Terre, tout à fait. L'extinction des dinosaures, c'est 65 millions d'années. Donc, s'il existe des extraterrestres qui se trouvent à une distance de 65 millions d'années-lumière, et qu'ils ont un télescope suffisamment puissant pour pouvoir voir la surface de la Terre à cette distance-là, ce dont là je doute très fortement, je ne doute pas forcément de l'existence d'extraterrestres à cette distance, par contre je doute fortement de leur capacité d'observation de la surface de la Terre, mais effectivement, à cette distance-là, ils voient en direct le gros astéroïde tomber sur Terre et les dinosaures en train de mourir. Ouais, exactement, tout à fait. Il y a une chouette vidéo sur YouTube où on suit un photon en temps réel. Oui, partant du Soleil jusqu'à Jupiter. Bah voilà, donc c'est certainement une vidéo qui doit durer à peu près 45 minutes, où tu suis un photon pendant 45 minutes. Je suis pas sûr que ça soit palpitant. 1 degré par jour, pourquoi y a-t-il 365 jours dans une année? Alors, pourquoi il y a 365 jours dans une année? Parce que la Terre tourne 365 fois sur elle-même avant de revenir à la même place. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons choisi. Y a les unités de temps qu'on choisit, par exemple une heure. Une heure, c'est quelque chose de totalement arbitraire. On pourrait choisir une heure plus petite, plus grande. Une semaine, on a décidé que c'était 7 jours, mais ça pourrait être 8, 10, on s'en fiche. Par contre, le jour, ça c'est quelque chose que nous on choisit pas, puisque ça correspond au temps qu'il faut justement, comme on le montre là dans l'animation, à la Terre pour faire un tour sur elle-même. Et justement, je vais en arriver avec une autre question que vous m'avez posée. Après, il faudrait que je me dépêche parce que j'ai même pas commencé la deuxième partie. Une autre question que vous m'avez posée sur les années bissextiles. Donc vous savez que ça, c'est tous les 4 ans. En fait, on va rajouter un jour dans l'année et ça se passera donc fin février. Pourquoi est-ce qu'on rajoute un jour dans l'année? C'est assez simple. C'est parce que justement, une année ne correspond pas à 365 jours, mais une année correspond à 365 jours, un quart, c'est-à-dire 365 jours et 6 heures. Du coup, effectivement, toi, ces 6 heures-là, tu les comptes pas, mais dans l'écoulement du temps, ça compte. Ce qui fait que chaque année, tu prends 6 heures de retard, un quart de jour. Et donc, du coup, au bout de 4 ans, en réalité, tu n'as pas compté 6 heures, plus 6 heures, plus 6 heures, plus 6 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, il y a 24 heures que tu n'as pas compté. Et donc du coup, ces 24 heures, il faut bien les compter pour remettre les pendules à l'heure, parce que tu as pris du retard comme ça. Et donc c'est pour ça que tous les 4 ans, on va rajouter une journée, pas parce qu'on la rajoute artificiellement, mais parce qu'en fait, on n'a pas compté 4 fois 6 heures sur les 4 années précédentes. Donc on se remet à jour. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle donc les années bissextiles, c'est tous les 4 ans, mais au bout de je ne sais plus combien de siècles, il y a quand même une année bissextile qu'on ne compte pas. Et pourquoi on ne la compte pas? Parce que justement, c'est pas exactement 6 heures,
C'est un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, je ne me rappelle plus. Ce qui fait que si tu comptes tout ça sur encore plus longtemps, il y a un tout petit décalage qui lui aussi va s'accumuler décennies et siècle après siècle. Et donc, au bout d'un moment, quand il y a une journée entière qui là encore n'a pas été comptée, ou en tout a été comptée en trop, pardon, et ben tac, on ne compte pas une année bissextile tous les je sais pas combien de centaines d'années. Voilà, histoire toujours de rester correct par rapport justement au mouvement de la Terre autour du Soleil. Voilà pour cette année, pour cette histoire d'année bissextile. INS me demande, et avec les calculs relativistes. Alors ce qui est ce qui est intéressant, c'est que dans le système solaire, on n'a pas besoin de calculer la gravité avec la relativité générale. Pourquoi? Parce que dans le cadre du système solaire, les calculs de la relativité générale et les calculs de la vieille physique de Newton donnent exactement les mêmes résultats, à une marge d'erreur infime près, ce qui est largement suffisant. Or, comme Newton c'est beaucoup plus facile à utiliser que Einstein, ça sert à rien d'utiliser un marteau-piqueur pour ouvrir une noix. La relativité générale, on ne l'utilise que lorsque on a des astres avec des champs gravitationnels très intenses, genre des pulsars, des étoiles à neutrons, des naines blanches, des trous noirs. Et comme il n'y a pas ça dans le système solaire, bon, ça sert à rien généralement d'utiliser, en gros, ça sert à rien d'utiliser la relativité dans le système solaire. C'est pas tout à fait exact. Il y a deux trois petits phénomènes qui sont où on doit l'utiliser, mais globalement ça sert à rien. Voilà, on va faire simple. Ok. Alors attendez, je vais, comme tout le monde est en train d'écrire plein de trucs, vous parlez beaucoup plus que d'habitude. Du coup, je relis un tout petit peu ce qu'on m'avait mis avant. Hop. Non, c'est bon. Dans le référentiel des photons, là, on va pas aller dans le référentiel des photons, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça fait une réponse cool quand même. On a quand même besoin de la relativité pour calculer les décalages de précession. Oui, c'est ce que je disais, la précession de Mercure, ça c'est un des petits phénomènes. Mais globalement, si on veut envoyer une sonde sur Mars, avec Newton, ça marche. Ça marche bien. Allez, je vais quand même arriver au sujet d'aujourd'hui, qui correspond à une question qu'on avait abordée. Bonjour, Absenfat, et je t'en prie. Une question qu'on avait posée la dernière fois, parce qu'on avait parlé justement de ces histoires. Oh tiens, désolé, je vous ai laissé l'animation de la Terre qui tourne depuis tout ce temps. On avait parlé donc de ces constellations, qui sont des figures imaginaires qu'on invente entre les étoiles. Tiens, on va quand même essayer de se mettre plutôt cette fois-ci la nuit, donc on va laisser le soleil se coucher. Pour les personnes qui sont nouvelles et qui viennent d'arriver, je vous rappelle que ce logiciel s'appelle Stellarium et qu'on peut le télécharger gratuitement sur n'importe quel ordinateur. Donc n'hésitez pas à jouer avec, c'est toujours assez sympa. Donc on va laisser le soleil se coucher, bim, voilà. Et donc on a ces constellations dans le ciel qui ne correspondent à rien du tout, puisque en réalité la seule chose qu'on a dans le ciel ce sont des étoiles qu'on a là. Et ensuite nous, on va faire des dessins. Et donc ces dessins vont nous aider à nous repérer dans le ciel. En ce moment là, vous voyez, on a Orion, le taureau, on a Mars aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure si on a un petit peu le temps. Voilà. Et la question qui se posait, c'était depuis quand est-ce que l'homme et la femme, d'ailleurs, regardent le ciel? On sait que ça dure depuis très longtemps, mais on peut remonter jusqu'où? La vraie réponse à la question, c'est on n'en sait rien. Voilà, comme ça c'est clair, c'est réglé. On ne sait pas depuis quand l'humanité observe le ciel. Certainement depuis qu'elle a des yeux pour fonctionner et un cerveau pour se demander ce qui se passe là-haut. On a quand même un certain nombre de preuves archéologiques qui nous laissent penser que à des époques anciennes, l'humanité regardait déjà le ciel. Mais évidemment, plus on va remonter loin dans le passé, et plus ces preuves seront faibles, plus aussi ces éléments seront difficiles à, 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 à vraiment lier avec une activité astronomique. Plus on se demandera
est la part de l'interprétation dans l'analyse de ces découvertes et quelle est la part du réel. Évidemment, c'est de plus en plus flou et de plus en plus difficile quand on remonte dans le temps. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont assez intéressants. C'est pour ça que je vous ai ramené quelques photos pour vous parler pour vous parler de préhistoire, en fait. Alors, je signale évidemment, je ne suis pas un spécialiste de la préhistoire, donc je vous rapporte des éléments, je vais vous dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous plonger là-dedans, parce qu'il y a des quantités de bouquins qui ont été écrits là-dessus, et qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Voilà. Max Astro, pauvre Pierre, on l'empêche de faire sa conférence. Alors, tu fais bien de dire, ce n'est pas une conférence. Et ça, c'est très important. Justement, c'est quand on a commencé ces formats avec le Planétum, quand on les a inventés à partir de rien, on se demandait si ça marcherait à l'époque, on voulait aussi donner un ton qui était beaucoup plus un ton de on s'assoit sur un coin de bar, on discute ensemble, plutôt que la conférence où il y a un mec qui parle et tous les autres qui sont assis, qui disent rien et qui attendent la fin pour pouvoir poser leurs questions. Vous voyez, donc j'essaye vraiment sur toutes les sessions qu'on fait, vraiment que justement on n'ait pas cette impression de conférence, parce que c'est pas du tout ça. Donc tu ne gênes pas ma conférence vu qu'il n'y en a pas. Voilà. L'idée c'est vraiment que on discute, on pose des questions, tout va bien. Voilà. Oui, Max, sur smartphone, Stellarium est payant. Il n'y a que sur les ordinateurs qu'il est gratuit. Créolina qui nous dit: habitant en Guadeloupe, nous ne voyons pas exactement le même ciel qu'en France. Pouvez-vous aussi, à l'occasion, nous préciser les différentes similitudes en termes d'observation par rapport à la métropole? Cette question est absolument passionnante. C'est une excellente question. Ce que je te propose, Créolina, donc là, j'aurai pas le temps d'en parler. Si j'arrive à parler de ma préhistoire aujourd'hui, je pense que je vais déborder un petit peu sur 19h30. Ce que je te propose, c'est que la prochaine fois qu'on reviendra sur Stellarium, donc ce sera pas la semaine prochaine, la semaine prochaine, on jouera à un jeu vidéo que j'ai arrêté la fois précédente et qu'on continuera, mais la semaine d'après, quand on refera un médiateur atome le mercredi, et ben je te propose, Créolina, que ça soit le sujet de notre discussion. C'est-à-dire le ciel de l'hémisphère nord, le ciel de l'hémisphère sud, et la Guadeloupe en particulier. On ira voir qu'est-ce qu'on voit au même moment entre la France et la Guadeloupe. Il y a plein de trucs passionnants à raconter là-dessus. Donc on a déjà trouvé le sujet de la prochaine fois pour nos constellations. Voilà. Allez, ce sont les bières. Oui, bah INS, évidemment. Du coup, si on fait la Guadeloupe avec Créolina, on fera la Norvège avec INS, puisque c'est là-bas qu'il habite. Donc on ira voyager dans le monde et on regardera le ciel de différents endroits dans le monde. Ça va être très intéressant. Bon, laissez-moi parler. Ça suffit maintenant. Une première chose que je voulais vous montrer, c'était un temps qui est quand même relativement ancien. J'irai pas plus ancien que ça. C'est-à-dire, est-ce que Lucie, la petite australopithèque de 1 mètre de haut, couverte de poils, qui courait dans la savane africaine il y a 3 millions d'années, est-ce qu'elle regardait le ciel? Ça, je n'en ai aucune idée et personne n'en a aucune idée. Il faudra revenir quand même beaucoup plus près du présent pour commencer à se poser des questions en tout cas. Donc, un élément que je trouve intéressant, donc je vous le donne. Vous allez voir, c'est litigieux, mais je voulais quand même le partager avec vous parce que je trouve ça rigolo. On remonte à 17 000 ans, quand même. 17 000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 19 000 années. Et qu'est-ce qu'il y a il y a 19 000 années? Eh bien, il y a 19 000 années, il y avait déjà des peintres qui s'amusaient à mettre des pigments sur le mur. Et du coup, on va aller dans un endroit en France, d'ailleurs, c'est en Dordogne. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit des grottes de Lascaux. Alors ces fameuses grottes de Lascaux, elles datent voilà, de presque 20 000 ans. On est sur la fin du paléolithique, le début du néolithique. On a alors cette salle alors je vous encourage, si vous n'y êtes pas allé, à aller le visiter. On ne peut plus maintenant rentrer dans la vraie grotte
parce que justement le tourisme, les respirations des gens, le CO2 qu'ils émettaient, la chaleur corporelle a complètement changé l'écologie de la grotte et on a commencé à voir des champignons blancs, noirs pousser sur la grotte. Donc il a fallu très très vite euh, complètement empêcher les gens de venir ça, mais il y a une réplique exacte de la grotte qui a été faite, donc on peut visiter. Et donc sur ces magnifiques plafonds, eh ben, on trouve des dessins, alors principalement des aurochs, voilà, qu'on pouvait trouver en France il y a 20 000 ans. Oui, c'est du graphe antique, c'est exactement ça. Si Lali a eu la chance de la visiter, bah écoute, donc il y a plusieurs salles, hein, c'est quelque chose d'absolument somptueux de se dire que des hommes et des femmes ont pu poser ça sur le mur il y a des temps tellement anciens. Et justement, je voudrais vous montrer une partie de cette salle qui s'appelle la salle des taureaux. Et sur une partie de cette salle, eh bien, voilà ce que l'on peut voir sur le plafond. Voilà. Tac. C'est magnifique. On est d'accord. C'est magnifique. C'est magnifique, mais est-ce que, maintenant que vous nous suivez depuis un bout de temps, maintenant qu'on a regardé le ciel, maintenant qu'on a parlé des constellations, est-ce que l'image que je vous montre vous évoque quelque chose? Est-ce que ça vous, voilà. Dites-moi si l'image que vous voyez, vous la mettriez pas en relation avec des trucs qu'on a vus sur les sessions précédentes. Je fais aussi des petites tâches comme ça quand mon stylo démarre pas bien. Oui, effectivement. Oui, la constellation du Taureau. Oh, les Pléiades. Oh, Orion. Alors, pas forcément une supernova. Il y a le trou en haut à gauche. Je pense que c'est un vrai trou. Ça n'a pas été fait, je crois, sciemment. Mais effectivement, si vous regardez bien, eh bien, on trouve des formations sur ce mur qui sont assez confondantes, assez stupéfiantes. Effectivement, on aperçoit sur la droite un ensemble de 6 ou 7 petits points rassemblés ensemble, juste à gauche la tête de ce fameux taureau qui est magnifique, et encore à gauche 4 petits points qui sont alignés. Et si vous vous rappelez bien, dans le ciel, eh bien, il y a aussi un endroit où on a à droite un petit ensemble d'étoiles, au milieu la tête d'un taureau, et dans la constellation d'Orion, on a 3 étoiles très visibles qui sont toutes alignées. Et donc, si on fait la synthèse de tout ça, eh ben ça donne ça. C'est-à-dire sur la grotte de Lascaux et dans le ciel, un ensemble de formations de points, donc soit sombre dans la grotte, soit lumineux dans le ciel, qui se ressemblent quand même étrangement. Et ça, c'est quelque chose. Alors, le fait qu'il y ait une ressemblance entre le plafond de la grotte de Lascaux et les 3 constellations dans le ciel, donc de gauche à droite, la ceinture d'Orion, la tête du taureau et les Pléiades, qu'on a vu déjà plein de fois, du coup, une étoile est morte dans la ceinture d'Orion. Alors, c'est exactement ce que je dis. Rien ne permet, sur la base de ces ressemblances, de pouvoir affirmer que la partie qui a été peinte sur le plafond de Lascaux correspond précisément à ces éléments qui sont dans le ciel. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces éléments qui sont dans le ciel sont des éléments qui sont très distincts, très constitutifs, et qui de tout temps ont toujours été associés en 3 dessins, comme ceci, par toutes les civilisations. Et du coup, c'est une ressemblance qui est troublante. Je vous le disais, plus on regarde des artefacts qui sont anciens, et moins on pourra affirmer avec un degré de certitude suffisant qu'il s'agit effectivement d'un travail lié à l'astronomie. C'est tout de même l'un des artefacts les plus anciens qui, en tout cas, autorise de se poser la question, sans forcément qu'on puisse apporter une réponse définitive. D'ailleurs, l'étude de l'astronomie telle que la voyaient nos ancêtres, c'est une discipline à part entière qui s'appelle la paléoastronomie. Donc il y a des paléoastronomes, il y a des thèses entières qui ont été faites là-dessus, avec des gens qui pensent que oui ou non, etc. etc. Alors non, parce qu'effectivement, dans la ceinture d'Orion, il n'y a que 3 étoiles, alors que là, sur la grotte de Lascaux, il y en a 4. Donc à moins qu'une étoile ait disparu d'ici là, et en 20 000 ans,
il y a quand même très peu de chances qu'une étoile disparaisse, parce qu'une étoile, ça vit quelques milliards d'années. Donc 20 000 ans pour une étoile, c'est rien. Donc déjà, la chance pour qu'une étoile disparaisse en seulement 20 000 ans, elle est infime, proche de zéro. Et en plus, si une étoile disparaissait, ce qui est possible, c'est pas inenvisageable, c'est possible, mais en réalité, quand une étoile disparaît, elle ne fait pas juste disparaître par magie, mais en fait, elle va gonfler, elle va émettre sa matière dans l'espace, elle va disperser tout ça dans l'univers, et donc ça, c'est des résidus qu'on peut observer quelques dizaines de milliers d'années plus tard. Or, quand on regarde la ceinture d'Orion, eh ben, on ne voit pas de résidus d'une quatrième étoile hypothétique qui serait dans le coin. Donc ça, c'est ce qui pourrait permettre de dire, bah, c'est pas évident que ça corresponde à l'astro. Chacun pourra se faire une idée, mais je voulais quand même vous parler de ça parce que c'est plutôt rigolo. Oui, Poupoule, je me doutais que ça serait pas forcément évident à voir, donc c'est pour ça que je vous ai mis ces deux images l'une à côté de l'autre. Faut pas oublier que le ciel n'était pas vraiment le même que maintenant. Effectivement, tu as tout à fait raison, Enugi, puisque sur l'échelle d'une vie humaine, les étoiles sont immobiles les unes par rapport aux autres dans le ciel, ou quasi immobiles, mais effectivement, chaque étoile est un soleil qui se déplace dans l'univers dans sa propre direction et à sa propre vitesse. Et effectivement, si on compte le temps sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, et bien effectivement, les constellations changent de forme, les étoiles ne se retrouvent plus exactement au même endroit dans le ciel. Donc effectivement, tout ça, ça bouge, ça évolue. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il s'agit d'un travail purement astronomique, mais juste de l'élément le plus ancien qu'on ait qui permet en tout cas de s'amuser à se poser la question. Voilà. Est-ce qu'on le temps de se changer de forme en 20 000 ans avec le mouvement propre des étoiles? La réponse est oui. Oui, y a des jolis gifs animés qui te montrent par exemple l'évolution de la constellation d'Orion. Là, j'en ai pas, je les ai pas sur le moment, donc je pourrais peut-être vous le montrer la prochaine fois. Mais oui, sur 20 000 ans, on a une déformation sensible des constellations. Tout ne devient pas n'importe quoi, mais il y a une déformation qui est sensible. J'ai pas suivi, c'est quoi le groupe de 6, les Pléiades? Ouais, tout à fait. Le groupe de 6 petits points, c'est ce petit groupe d'étoiles qu'on appelle les Pléiades et qu'on peut voir dans le ciel en ce moment d'ailleurs, hein, vers 20 h. S'il fait beau chez toi, tu n'hésites pas, tu sors, tu regardes direction sud, tu vas reconnaître la constellation d'Orion à gauche, le taureau et surtout c'est ce petit paquet d'étoiles. C'est pas compliqué, il y en a un seul dans le ciel avec 6-7 étoiles toutes regroupées comme ça et on les appelle les Pléiades. Alors d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, on va revenir sur Stellarium parce que ça va me permettre de faire le lien avec un petit point intéressant pour ceux qui observent le ciel en ce moment, pour ceux qui veulent faire de l'astrophoto aussi, qui veulent coller leur téléphone portable à l'oculaire d'un télescope, hein, on peut juste faire ça comme ça. En ce moment là, il y a quelque chose d'assez sympa qui se passe dans le ciel, c'est que justement, regardez, donc là je vous ai montré la constellation, donc Orion à gauche, Aldébaran, le taureau au milieu, et puis les Pléiades à droite, et en ce moment, eh ben, justement exactement entre les Pléiades et le taureau, eh ben, on a la planète Mars qui est là, qui elle aussi se déplace dans le système solaire, donc Mars aussi chaque jour se trouve à un endroit différent dans le ciel, petit à petit, hein, c'est le même genre de mouvement que celui qu'on avait vu tout à l'heure avec le Soleil, et donc du coup, pour disons la semaine qui vient, eh ben, Mars se trouve pile poil entre les Pléiades et le taureau. Donc là, il y a de très très belles photos astro à faire avec la planète Mars à côté des Pléiades. Pour les astrophotographes du chat, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors faut aller assez vite, hein. Mars est déjà passé au plus près des Pléiades. Là, elle est en train de s'éloigner. Regardez, on va remonter un petit peu le temps. Hop, non, c'est pas ça, excusez-moi. Mince, j'ai plus mon petit retour en arrière. Je me rappelle plus du raccourci pour le retour en arrière, c'est pas grave. On va, on va revenir en arrière, voilà, comme ça. Vous voyez, ça c'était le 3 mars. Le 3, attends, le 3 mars. Oula, qu'est-ce que c'est cette histoire? Attends, moi je veux pas être en mars là. Attends, quel jour on est? J'ai complètement perdu le cours du temps.
Bah oui, on est le 24 février, c'est bien ça. Bon, on va se remettre à aujourd'hui. Clac. Voilà. Voilà. Pardon. Ça, c'est le ciel d'aujourd'hui. Tac. On va se mettre un peu plus tard dans la soirée, vers 20h. Voilà. Donc ça, c'est le ciel d'aujourd'hui. Voilà Mars. Mars, aujourd'hui, elle est avant les Pléiades. Il me semble bien qu'il y avait un truc qui clochait. Mars est avant les Pléiades. Et par contre, dans la semaine qui va venir, eh bien, Mars va petit à petit s'approcher des Pléiades. Le 3 mars, la planète Mars sera au plus près des Pléiades. Et ensuite, eh bien, ça va continuer. Et donc, Mars va se retrouver la semaine d'après entre le Taureau et les Pléiades. Et après, elle va s'éloigner vers la tête du Taureau. D'ailleurs, vous voyez, là, il y aura aussi une jolie photo à faire le 19 mars, où on pourra avoir au même endroit dans le ciel les Pléiades à droite, Mars, la Lune, et puis dans le Taureau, Aldébaran, qui seront alignés tout ensemble. Ça, c'est le 19 mars. Ça peut être aussi un joli moment d'astrophoto à capturer avec une lune qui sera en croissant. Ça peut être très très sympa. Voilà. Donc de jolies choses à faire avec Mars en ce moment. Il y avait peut-être une planète ce jour-là ou une comète. Alors ce jour-là, je suis pas sûr que dans la grotte de Lascaux, on ait fait tout ça en un jour. Donc, mais pourquoi pas c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On peut pas affirmer que ce soit lié à l'astronomie, mais je trouve toujours la question rigolote. Voilà. Est-ce que les Pléiades avec la planète à côté, c'est pas évident en ce moment? Oui, mais sur un croissant, on peut le faire. On peut le faire. C'est juste un peu ballot, il fait moche toute la semaine ici. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Allez, je vais vous en montrer un autre que la préhistoire. Alors il y a plein de choses. J'ai prévu beaucoup plus que ce que je pouvais réellement discuter avec vous, comme à chaque fois. Mais je voulais vous montrer une autre chose que je trouve assez intéressant. Et là, pour le coup, on commence vraiment à avoir des éléments qui nous permettent de lier ce qu'on trouve d'un point de vue archéologique au ciel. L'un des éléments les plus anciens, l'un des artefacts, l'un des objets physiques qu'on a pu déterrer et le plus ancien qui montre le lien qu'avait l'homme avec le ciel, c'est un petit disque qui est assez extraordinaire. Je vous le montre ici, voilà. C'est le disque de Nebra. Voilà. Alors vous pouvez aussi aller taper sur Wikipédia, disque de Nebra, vous allez voir, il y a une histoire complètement folle. Ce disque a été trouvé par des archéologues amateurs un peu chasseurs de trésors qui l'ont pas déclaré, qui ont d'ailleurs mis un coup de pioche dans ce truc inestimable, qui ont essayé de le vendre. Du coup, les gens à qui les ont proposés ont appelé la police, qui ont essayé de les avoir pour récupérer cet artefact. Donc il y a vraiment une histoire policière folle avec ça. Donc cet artefact, il a été trouvé en Allemagne. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce disque de Nebra, eh bien, il date de plus d'un millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est la toute première représentation du ciel de l'Antiquité. Alors on est sur beaucoup plus que l'Antiquité, mais en tout cas de ces temps anciens. C'est la plus ancienne représentation du ciel certifiée humaine. Voilà. Pareil, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées à un moment sur l'authenticité de ce disque, donc qui a été retrouvé à côté dans Nebra, c'est justement en Allemagne. Maintenant, il n'y a plus de doute sur l'authenticité de ce disque. Pourquoi? En partie parce que justement, lorsque le temps passe, eh bien, il y a des cristaux assez particuliers qui commencent à croître. Et ces cristaux-là, ils ne peuvent grandir que sur des siècles, voire des millénaires. On ne peut pas les reproduire comme ça en quelques minutes. Et on a trouvé justement sur ce disque ce qui a permis vraiment d'authentifier et de vraiment pouvoir assurer qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement ancien. Donc ce sont des feuilles d'or qui ont été posées sur un disque qui est en
Ah, j'ai oublié, en cuivre, je crois. Ça, il faudra vérifier. Et justement, alors ce qui est assez intéressant, c'est que là encore, on reconnaît un certain nombre de choses. Là, pareil, je vais vous laisser m'écrire dans le chat ce que vous pensez qui est représenté sur ce disque. Et puis, on va voir si votre avis est le même que celui des archéologues. Et moi, ça va me permettre de lire un petit peu ce que vous m'avez écrit. C'est quoi ces petits trous sur la périphérie? On pense que ce disque était suspendu par des fils euh, et que justement ça c'était des trous pour la suspension. Donc il devait certainement être, s'il était dans un endroit rituel, il était certainement suspendu comme ça à la verticale avec des cordes ou des cordelettes qui le maintenaient comme ça en suspension. Donc on pense que ce serait plutôt ça. Hop. Les Pléiades, de mémoire, en bronze et non en cuivre. Ouais, merci Yannis, certainement ça. Les Pléiades en haut à droite, la Lune, les phases de la Lune, la couronne boréale. Alors ces dimensions, je les ai plus exactement, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de 15-20 cm de large. C'est un disque qui est assez petit, c'est pas un bouclier, quoi. C'est un truc qui est assez petit. Effectivement, donc d'un côté on a la Lune. Alors je suis assez surpris, parce qu'effectivement quand je montre cette photo, en général, on me parle plutôt. Alors, les Pléiades, effectivement, on les reconnaît très bien. Clairement, il y a les Pléiades dessus. 32 cm, merci Yannis. La Lune sur la droite, ok, parfait. Et puis souvent, ce qu'on me dit, c'est à droite la Lune, à gauche le Soleil. Et en fait, c'est ce qu'on a longtemps cru, du coup, que ça représentait ça. Et il semblerait que. Alors, il y a une autre hypothèse que je trouve beaucoup plus crédible, plutôt que la Lune d'un côté et le Soleil de l'autre. Entre autres, dû au fait qu'évidemment le Soleil, quand on le voit, on n'a pas les Pléiades qui sont à côté, d'autres éléments comme ça. Je vais vous donner cette autre hypothèse que je trouve assez fascinante. Et en fait, vous l'avez trouvée directement. C'est que ce cercle et ce croissant ne seraient pas le Soleil et la Lune, mais effectivement deux phases différentes de la Lune. On aurait la pleine Lune à gauche et le croissant de Lune à droite. Pourquoi? Il y a une chose qu'on sait, parce que justement les découvertes qu'on a fait ensuite dans plein d'autres endroits sur Terre nous montrent que l'astronomie, l'observation du ciel, n'a pas été fait au début pour comprendre ce qui se passe dans le ciel. Il y avait certainement une dimension qui était plutôt une dimension d'ordre religieuse, une dimension mythique, mythologique, de l'ordre de la croyance, du genre du lien entre l'homme qui est en bas sur la Terre et puis les astres magiques qui se baladent en haut dans le monde céleste. Et puis, il y a une autre chose que l'homme a très rapidement remarqué, c'est que tous ces objets qu'on a dans le ciel, eh bien, reviennent toujours suivant des cycles. On a le soleil qui se lève et qui se couche tous les jours, ça va marquer une journée. On a la Lune qui, elle, justement change de phase, mais retrouve la même phase tous les mois. Donc on va retrouver cette idée du mois, même si un mois lunaire est un tout petit peu plus petit que les mois qu'on utilise aujourd'hui. On a le changement des saisons aussi, qui se fait régulièrement, qui va permettre justement de compter les années. Donc tous ces comptages de temps qu'on utilise encore aujourd'hui sont directement liés à l'observation des cycles naturels qui se passent autour de nous. Et avec le cycle des saisons, se trouve aussi un autre cycle qui est au moins aussi important pour l'homme, c'est le cycle des plantes et de l'agriculture. Et donc on a très rapidement fait un lien entre les saisons et l'agriculture. Évidemment, au printemps, c'est là où on va planter, en automne, c'est là où on va récolter, et donc l'observation du ciel, très tôt, était liée aussi à la prédiction des saisons, à la prédiction des changements qui nous permettaient justement, nous, de pouvoir savoir quand planter,
quand récolter, et ça avait une importance fondamentale pour la survie de la tribu, la survie de tous les groupes humains qui étaient formés. Donc l'observation du ciel avait une importance vitale aussi en tant que calendrier. Voilà, une importance qui a un petit peu diminué aujourd'hui. Alors, quel est le lien avec les Pléiades? Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Quelque chose qui est lié justement à ce cycle des saisons, et en particulier au printemps et à l'automne, où il est important de savoir quand planter et quand récolter. Au printemps, il se trouve que si vous regardez le ciel aux alentours de l'équinoxe de printemps, donc l'équinoxe c'est le moment où la durée du jour est équivalente à la durée de la nuit, je vais faire ça avec Stellarium, donc on va basculer sur Stellarium ici, hop, voilà, et on va aller, on va être assez précis, on va aller en Allemagne, et à Nebra. Bon, on peut rester en France parce que la latitude est à peu près la même, donc entre Strasbourg et Nebra, c'est pas très différent. Mais ça permet de montrer aussi une autre petite fonctionnalité qu'on utilisera la prochaine fois, qui nous permettra de voyager dans le monde. Vous voyez, si je place ma flèche à différents endroits dans le monde, eh bien je vais regarder l'état du ciel à différents endroits aussi. Donc je peux placer ma flèche ici sur Nebra, c'est à peu près la même chose que la France. Et en fait, je vais regarder ce qui se passe aux alentours donc du mois de mars, équinoxe de printemps. On va y aller tous ensemble. On va aller vers le... Oui, ben voilà, là où on en est là, on est vers le 13 mars. Et si on regarde bien, le 13 mars, enfin en mars, on va attendre maintenant le moment où on voit la Lune pas très loin des Pléiades, puisqu'on avait dit, ce qui nous intéresse là, c'est ce fameux moment sur le disque où on voit la Lune près des Pléiades. Et bien regardez bien. Alors je cherche une journée, 8, 7, 6, 5, 80. Je cherche une journée où on peut voir la Lune. Alors du coup, on va recommencer. Tac, ici, voilà. Donc on est sur le 18 mars, équinoxe de printemps. Et bien à tous les équinoxes de printemps, si vous regardez le moment où la Lune passe à côté des Pléiades, eh bien la Lune sera toujours en croissant. Au moment de l'équinoxe de printemps, au moment où il faut planter, la Lune, lorsqu'elle passe à côté des Pléiades, elle est toujours en phase de croissant. Donc le moment où la Lune passe avec une phase de croissant juste à côté des Pléiades, c'est le moment de l'équinoxe de printemps, c'est le moment où on va recommencer à planter. Si on fait la même chose, cette fois-ci en automne, donc en automne, donc on va regarder les toutes premières Pléiades, parce que les Pléiades, ce sont des étoiles qu'on voit surtout en hiver. Donc on va les voir tout au long de l'hiver, on commence à les voir en automne et on finit à les voir au printemps. Donc les dernières Pléiades de printemps jointes à la Lune, c'est un croissant. Et les premières Pléiades d'automne, eh ben on va aller voir ça. Donc on va aller en octobre. Voilà, en octobre, on va aller vers le 18 octobre, ça me va. Et cette fois-ci, les premières Pléiades d'octobre, alors cette fois-ci, on ne les verra pas à la même heure, on les verra plutôt tôt le matin, c'est-à-dire vers 5-6 heures du matin. Peut-être pas 6 heures, 5 heures du matin. Alors on va passer voilà, comme ça. Oula, pardon. On va regarder ça vers 5 heures du matin. Voilà. À 5 heures du matin en octobre, on voit les Pléiades. Et là encore, eh bien, on va attendre de voir lorsque la Lune passe à côté des Pléiades. Alors je cherche, j'y vais un peu au pif, j'attends. Ouais, si je remonte trop le temps, ça ne marche pas. Donc je vais avancer un peu le temps. Je vais attendre. Voilà, la Lune. Et en octobre, eh bien, lorsque la Lune passe à côté des Pléiades, elle est toujours en phase de quasiment pleine lune. Elle est gibbeuse, mais c'est presque la pleine lune. Donc si on revient sur notre fameux disque de Nebra, qui était là, eh bien, on pourrait avoir ici le premier calendrier agricole
qui permet avec précision de savoir dans une année qui existe sans aucune montre, sans aucune horloge, sans rien, il y a plus de 4000 ans, qui nous permet de savoir avec une précision qui est de l'ordre du jour, savoir exactement quand se trouve le printemps, au moment où le croissant de lune passe à côté des Pléiades, et le moment où se trouve l'automne, au moment où la pleine lune se trouve juste à côté des premières Pléiades le matin. C'est quand même dingue, non? Voilà. C'est quelque chose que... C'est une hypothèse que j'aime beaucoup. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est vraiment une hypothèse qui est de plus en plus sérieusement envisagée. D'autant plus que, alors oui, il faut, faut pas avoir de nuages ce jour-là, je suis d'accord. Sauf que là encore, l'astronome slash astrologue slash prêtre slash représentant de l'autorité de l'époque était certainement quelqu'un qui observait le ciel, certainement régulièrement, peut-être tous les soirs, et qui, ayant compris et vu ces cycles, était en mesure aussi de voir quelques jours avant ou quelques jours après, lorsque la Lune s'approchait de cette position du ciel. Donc même s'il fait nuit ce jour-là, si toi tu as repéré l'arrivée de la Lune les jours précédents dans cette région du ciel, tu peux aussi le faire même si même s'il fait mauvais. Voilà. Et ça peut certainement se faire. C'est quoi l'arc doré en bas du disque? Ah, très bonne question. Merci de l'avoir posé. Génial de remonter ainsi aux origines de l'humanité avec ses liens en astronomie. Ouais, ce disque-là, il est fascinant. Pareil, hein, il y a plein de recherches qui ont été faites. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à tout ce qui a été fait là-dessus parce que c'est fascinant. Un peu tiré par les cheveux, tout dépend de ce qu'on sème ou qu'on plante, à quel endroit, altitude, etc. Alors, est-ce que c'est une certitude absolue? La réponse est non. Est-ce que c'est probable? La réponse est oui. Tout dépend ce que tu plantes, je suis d'accord avec toi. Simplement, aujourd'hui, on a effectivement les moyens, par la technologie agricole qui existe maintenant, de pouvoir adapter la plantation des cultures au jour près, à la saison près, au degré d'hygrométrie près, etc., etc. Il n'est pas forcément évident que ça ait été fait aussi finement à l'époque. J'ai pas dit qu'il fallait tout planter le jour où la Lune était posée à côté des Pléiades. J'ai simplement dit que ça pouvait constituer un calendrier astronomique remarquablement précis pour l'époque. Voilà, je cherche juste à préciser. Et si le prêtre est malade? Eh ben, je sais pas. Eh ben, on est dans la difficulté dans la tribu. C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre à celle-ci. Voilà. Euh, Attends, il y avait une question qui était intéressante. Oui, c'est ça, les disques qui sont à côté. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes par rapport à ces disques. Il y a deux choses. Il y a l'arc de cercle qui se trouve en bas de la photo. Voilà. Et il y a l'arc de cercle qui se trouve sur la partie droite du disque. Alors là encore, différentes hypothèses qui vont toujours dans le sens d'un calendrier astronomique. Si vous vous mettez à Nebra, à la bonne longitude, à la bonne latitude, et que vous avez ce disque en main, que vous le placez à l'horizontale, et bien en fait la partie droite, donc vraiment l'arc qui se trouve sur la droite, qui d'ailleurs si je me rappelle bien a été rajouté après, c'est-à-dire qu'on peut déterminer quand chacun des éléments ont été mis sur le disque, parce qu'ils n'ont pas tous été mis au même moment. Donc celui-ci a été rajouté postérieurement. Et en fait, si vous mettez donc à Nebra et que vous placez ce disque à l'horizontale, et bien en fait, ce petit arc de cercle qui est là, si vous le placez par rapport à l'horizon, et bien ça correspond, l'angle que fait cet arc correspond assez précisément à l'angle où le soleil se lève entre le solstice d'hiver, où le soleil se lève le plus au sud, et le solstice d'été, où le soleil se lève dans la direction la plus au nord. Donc ça permettrait, ça accrédite encore cette hypothèse selon laquelle ce disque
permet non seulement d'avoir ces deux moments particuliers, mais permet aussi de positionner précisément par rapport à l'environnement et de pouvoir aussi voir le lever du soleil par rapport à la marge qu'il a entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. En tout cas, ça correspond assez bien. Et puis, par contre, pour la partie qui se trouve en bas, l'hypothèse que j'ai lue et qui est faite actuellement, c'est que ce serait le seul élément qui ne serait pas lié à une utilisation calendaire, mais ça correspondrait plutôt à une énigme qui est restée très très longtemps mystérieuse pour beaucoup de peuples. Cette énigme, c'est: que devient le soleil lorsqu'il se couche? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui lui arrive? Non seulement qu'est-ce qui lui arrive, mais comment ça se fait que par magie, le soleil disparaît d'un côté pour réapparaître de l'autre? Et dans pas mal de croyances anciennes, égyptiennes par exemple, on peut en avoir beaucoup de par le monde, on a assez souvent une réponse qui est commune, qui est celle de la barque qui va la nuit emmener le soleil de l'endroit d'où il s'est couché à l'endroit où il doit se lever. Une sorte de divinité, alors qui va prendre plein d'aspects en fonction des cultures, des époques, des lieux, mais on a souvent cette idée de il y a quelqu'un, il y a un dieu, il y a une puissance. Le soleil peut être cette puissance-là, qui va utiliser une barque qui va l'emmener la nuit de l'endroit d'où il a disparu à l'endroit où il va apparaître. Et donc, hypothèse est faite que ça représente justement cette barque solaire qui emmène le soleil d'un côté à l'autre de l'horizon. Voilà. Je vous livre ça tel que c'est fait, je ne vous en dis pas plus, mais c'est toujours quelque chose qui est assez fascinant à rapporter. Voilà. Mais aucun rapport avec un effet de la Lune, on est d'accord, juste le bon moment de la saison et la Lune sert de repère. Oui, a priori, c'est l'hypothèse qui est proposée. Tout à fait. Les deux arcs ne seraient pas liés au coucher du soleil, aurore. Justement, hein, comme je disais, voilà, l'arc de droite, a priori oui, celui du bas a peut-être une fonction plus symbolique et religieuse que utilitaire sur cette partie-là. C'est un smiley. Alors, oui, pourquoi pas, c'est une idée qui est intéressante, le smiley. J'avoue que j'y avais pas pensé. Euh, Écoute, on y réfléchit et puis on en reparlera la prochaine fois. Je regarde un petit peu l'heure, je vois que c'est pas mal. On a fait à peu près l'heure qu'on voulait. Je suis pas tombé trop tard. J'ai d'autres choses assez intéressantes à vous montrer. Peut-être qu'une prochaine fois, si le sujet revient, je vous parlerai de Dandera, je vous parlerai de Gossec. Voilà, il y a aussi des choses assez sympas. On a évidemment pas éclusé tout le domaine de la paléoastronomie, mais en tout cas, j'espère que c'était intéressant pour vous, euh, que voilà, ça vous aura fait autant réfléchir que rêver, parce que c'est vrai que c'est assez fou d'imaginer justement à l'ingéniosité de l'homme dans son rapport avec le ciel et son utilisation pratique qu'il pouvait avoir avec le monde d'en bas. C'est quand même quelque chose qui est assez fou. Voilà. Je vous propose que on s'arrête ici pour aujourd'hui. C'était comme toujours un vrai plaisir de discuter avec vous. Pour cette semaine d'ailleurs, juste avant de partir, pour cette semaine, on s'arrête là. Comme je vous disais, le rendez-vous du vendredi, on le fera maintenant une semaine sur deux. Donc on l'a fait la semaine dernière. Cette semaine, on fait une petite pause. Et donc je vous propose que l'on se retrouve lundi avec une nouvelle invitée et on reparlera cette fois-ci du ciel, de l'univers, de particules aussi. On fera le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci et restez curieux. Salut, salut!